et bienvenue dans Quantum, le podcast de l'actualité quantique. Et c'est bientôt le dernier, non, en fait, c'est le dernier avant les congés d'été. Ah, bonjour Olivier. Bonjour, bonjour. Alors, tu es prêt? Ça a l'air de Toujours, se calmer un très- petit peu, hein. On démarre tranquillement. On va essayer de tenir une demi-heure. Non, je suis sûre que malgré ça, tu vas quand même réussir à me faire 30 minutes. Donc, l'actualité quantique, c'est parti. Et on a de la matière quand même un peu. Alors, non, ça, je vais le garder pour plus tard. Tu voulais qu'on démarre par ça, mais moi, je vais le garder par la fin. C'est le changement du gouvernement parce qu'il faut Comme garder tu veux, comme tu veux. les bonnes blagues pour la fin. Alors, quelques mots, on va faire l'actualité comme d'habitude, des événements. Et cette semaine, on a encore eu un webinar du Lab Quantique, hein. Ils sont toujours très, très actifs, ils sont au taquet. Il y en avait un donc le 30 juin dernier. Et il y avait entre autres le CEO de Quantum Machine qui était là, Itamar Sivan. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qu'il fait ce monsieur et qu'est-ce que fait sa start-up? En fait, si tu te rappelles bien, on en avait parlé la dernière fois. On Oh, avait parlé, ben oui, on en avait parlé, mais pas de manière complète. C'est-à-dire qu'on avait évoqué le langage QA, je crois, qu'ils ont lancé, qui était un langage de programmation censé simplifier la programmation quantique, notamment permettant de programmer tout type d'ordinateur quantique. ouais. Et il se trouve que j'ai échangé avec quelqu'un qui bosse chez eux, qui s'appelle Ramon Zmuk et qui est basé à Bordeaux. Et c'est une boîte israélienne. Et le gars vient d'une start-up quantique française qui s'appelle Mucans. Donc le monde est petit, donc j'ai pu discuter avec lui et j'ai enfin pu comprendre ce que faisait cette boîte, parce que cette boîte, elle a une communication qui fait partie de la catégorie de la start-up qui m'énerve, c'est-à-dire qui communique avec un pipeau pas possible en disant oui, en fait, on est là pour simplifier le pilotage des qubits et, avec un langage, avec un processeur, mais ils ne disent pas ce que fait leur processeur, ils ne disent pas où il est, à quelle température il fonctionne, et ça m'agace profondément. Donc j'ai réussi enfin à savoir ce qu'il en était. Ils ont développé en fait un système de pilotage de qubits, au départ visiblement qui a été fait pour des qubits supraconducteurs, qui est un boîtier, qui est extérieur à l'enceinte du cryostat d'ordinateur, et qui envoie les micro-ondes et qui reçoit les micro-ondes permettant de piloter les qubits. Sauf qu'il raconte que ça permet de piloter aussi des ions piégés, des atomes froids, sachant que les ions piégés des atomes froids, ça se pilote avec des lasers, entre autres, et aussi avec des micro-ondes. Donc, bref, ils ont prévu un truc qui permet de tout piloter, qui se programme avec un langage à eux, et de la tête aux pieds. Mais par contre, ça ne marche pas dans le frigo, et ça me gêne un peu. Bon. Parce que d'un point de vue thermodynamique, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus optimum, et notamment au niveau des câbles. Oui, ouais, Donc voilà, ce qui était rigolo, si tu veux, dans cette intervention, c'est que le CEO, il faisait une intervention qui est assez typique dans les conférences sur le quantique, c'est il racontait pourquoi c'est important d'avoir un ordinateur fiable, programmable, etc. Mais en fait, il a parlé pendant une bonne demi-heure, mais il n'a pas expliqué ce qu'il faisait vraiment, quoi. Je trouve ça extraordinaire d'un point de vue de la com, c'est baratiner pendant une demi-heure sans dire ce que tu fais vraiment, quoi. Donc oui, mais il y en a, maintenant ils je sont sais, très maintenant très je forts sais. là-dessus. Il y en a qui arrivent à lever des fonds comme ça, donc c'est Oui, pas oui, tout mal, à fait. c'est Oui, pas oui, oui. mal. Il y en a qui sont capables de lever plusieurs dizaines de millions d'euros comme ça. Bon. Il y avait aussi Michel Mosca de l'Institute for Quantum Computing de l'Université de Waterloo au Canada et le cofondateur d'Evolution Q, j'imagine, ça se Oui, prononce comme tout à ça, fait. spécialisé dans la cryptographie quantique. Et ensuite, un débat sur le développement des écosystèmes entrepreneuriaux quantiques, toujours avec Maria Pavlovska. Non, avec Pas Maria toujours. Pavlovska, Avec pardon. Maria Pawłowska, que je ne connaissais ni d'elle ni d'Adam, qui est polonaise. Voilà. Et qui est directrice Et de relations internationales de chez Visnea, une société de conseil en innovation et en valorisation de la recherche. Rien que ça. voilà. Et alors, ce qui était très marrant, c'est que bon, la Pologne, c'est pas un pays dont on entend souvent parler. Et c'est l'avantage du Lab Quantique, c'est qu'ils ont des contacts dans tous les pays du monde. Et il faut intervenir comme ça des gens intéressants. Alors, Michel Mosca, que tu as cité juste avant, c'est quand même un type assez connu, qui a créé beaucoup de contenu que j'ai eu l'occasion de compulser sur la cryptographie et les algorithmes associés. Mais la discussion qui m'a le plus intéressé, évidemment, c'était plutôt sur la partie écosystème, parce que c'est un sujet chaud en France. Et cette Maria, elle a décrit, en fait, pendant son intervention, qui était un débat, en fait, les différentes astuces permettant de développer un écosystème. Alors, en fait, en pratique, c'est pas très sorcier si on regarde sur les papiers. Il faut travailler avec des chercheurs. Bah, heureusement, effectivement, vu que toutes les startups en général sont créées par des chercheurs, en grande partie. Il faut mettre en relation les différents acteurs de l'écosystème, c'est évident, entre l'amont de la recherche et l'aval de l'entrepreneuriat.
faire en sorte qu'ils se développent chacun une empathie les uns pour les autres. C'est assez utile, hein, parce que Très les important l'empathie. ouais, Soft dans la vie, skill. exactement, dans la vie en général, mais en particulier là, pour que les chercheurs comprennent bien ce qui se passe dans le monde entrepreneurial, et aussi pour que les entrepreneurs qui ne sont pas forcément eux-mêmes des chercheurs comprennent la logique de fonctionnement des chercheurs qui font de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée, d'autres qui sont des ingénieurs, qui ont une autre vision des choses, qui créent des produits, qui créent des processus de fabrication. Ce n'est pas tout à fait les mêmes métiers. Donc il y a besoin d'empathie entre tous ces métiers-là. Je ne te parle même pas du marketing et de la vente, c'est encore une autre paire de manches. Alors, elle insistait sur un autre sujet dont on a un peu entendu parler pour nos amis start-upers français, mais je pense que c'est lié à la spécialité de sa boîte de conseil, c'est travailler sur la propriété intellectuelle. Parce qu'évidemment, quand tu lances une start-up dans les technologies quantiques, comme dans n'importe quel domaine, dans le numérique, il vaut mieux se protéger, quoi. Donc, il vaut mieux déposer des brevets ou au contraire avoir la capacité de protéger ses inventions par ce qu'on appelle le secret industriel, c'est-à-dire faire en sorte que si on livre quelque chose, un concurrent ne puisse pas le démonter pour reproduire son fonctionnement. Donc, par exemple, si tu livres un semi-conducteur qui est fabriqué avec une sauce magique, un processus que tu ne peux pas identifier en démontant, en coupant en rondelles le composant, tu as un secret industriel. Voilà. Donc, c'est des méthodes à connaître, hein. Et alors, je ne savais pas, il y a déjà 3 instituts de recherche en techno-quantique en Pologne. Et comme c'est un petit pays, mais je pense que les gros n'y échappent pas non plus, ils ont décidé de monter des partenariats avec d'autres pays. Et ils sont partenaires avec 2 pays, qui sont l'Allemagne et l'Autriche, qui, dans le périmètre de la Pologne, sont des pays relativement logiques, hein. C'est 2 pays où il y a beaucoup de recherche, hein. On sait que les Autrichiens sont très bons dans les ions piégés, par exemple, et en QKD, enfin en cryptographie quantique. Les Allemands sont investis un peu comme la France dans à peu près tous les domaines. Donc voilà, ils ont développé un partenariat. Alors, il y avait une Anglaise aussi qui était dans le débat. Jane Garrett. Ouais, Jen Garrett, alors qui elle s'occupe des relations entreprises un truc qui s'appelle QTech, qui veut dire Quantum Technology Enterprise Center. Alors il faut savoir que ce centre, son objectif, c'est de faire le lien entre le monde de la recherche et le monde de l'entrepreneuriat. Chose qu'on a besoin de créer aussi en France dans nos écosystèmes. Oui. Et c'est un centre qui a été créé à l'issue du lancement du plan quantique anglais en 2013, qui a été financé par un bloc de 4 ans et qui a permis quand même la création de 25 startups jusqu'à présent, c'est-à-dire les 2 tiers de celles qui ont été créées en Angleterre sur ce laps de temps. Ouais, et elles ont réussi quand même à lever 17 millions de livres. Donc, voilà, alors, pas mal. Hein. c'est pas mal, c'est pas forcément énorme parce que c'est probablement des startups qui sont très early stage, celles qui sont listées. Ça n'intègre probablement pas celle de Psyquantum, hein, qui a levé 230 millions de dollars et qui est partie aux États-Unis. Bon, sinon, nos amis du Lab Quantique, un peu comme nous, ils ont décidé de faire un break d'été. Et ils vont redémarrer en septembre, et nous, on démarre un petit peu avant, on va démarrer fin août. Oui, on en reparlera. Je crois que tout le monde a besoin de vacances pour resetter ses neurones. Il faut que tout le monde remette ses neurones à zéro. Hein. Tu sais, c'est comme dans l'ordinateur. Sinon, c'est toi qui as fait l'événement. Si cette semaine, tu as animé une table ronde sur la finance dans le quantique, réciproquement. Exactement. Donc, c'était à l'occasion des FinTech Day de Finance Innovation. Il y avait plusieurs tables rondes. Donc, tout ça, c'était un événement en ligne. Et le replay est aussi déjà en ligne. Donc, on vous mettra le lien. Pour revoir cet événement. Mais c'était intéressant parce que ça se penchait sur... alors, on a revu un petit peu l'historique des différents acteurs qui étaient là. Et donc, on avait Google qui était représenté par un responsable de sa finance, de la finance chez Google en tout cas, et qui des technologies de la finance. Il y avait Atos, et puis il y avait Philippe Duluc, hein, c'est ça? Voilà, donc il y avait Philippe Duluc. Il y avait IBM avec Georges Husberger, qui était accompagné aussi d'un autre chercheur qui est spécialisé aussi dans les algorithmes financiers. Et puis, on avait aussi Jean-Gabriel de Quantonation. Et puis, on avait la start-up Quantfi qui était représentée par Paul Iria, tout à fait. Paul Iria. Et donc, ce qui avait d'intéressant, c'était de revoir un petit peu déjà, de remettre le débat à plat sur qu'est-ce que le quantique et qu'est-ce que ça peut apporter dans la finance. Hein. Et c'était donc quel type de calcul et d'algorithmes vont être utiles et pourquoi il faut investir maintenant et pas trop tard. Hein, voilà. Donc, chacun est venu raconter un petit peu son historique. Et c'est assez marrant comment chacun raconte de façon différente.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Voilà, c'est complètement, c'est pas du tout, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir comment on communique et comment est axée la communication de chaque groupe. Et c'est vraiment très différent de l'un à l'autre. Rien que ça vaut le coup d'aller regarder un petit peu sur des leçons. On va dénoncer personne, mais tu avais un niveau d'expertise différent sur le sujet selon les intervenants, quoi. Oui, bah, disons qu'après, quand on a des vrais spécialistes du quantique, des gens qui bossent dedans tous les jours, et puis après des gens qui viennent de la finance et qu'on a collé pour venir parler du quantique sur une conférence, ça se ressent. Mais ça ne se ressent pas forcément par tout le monde. Donc c'était intéressant. Et du coup, c'est qui l'emporte dans le discours. J'ai bien aimé. Moi, c'était un petit exercice de style assez intéressant. Et puis Surtout que après, tu as passé pas mal de temps pour préparer cette table ronde, en fait. Hein. oui, voilà, j'ai pris le temps d'appeler chaque intervenant pour bien axer et pour bien articuler, parce que c'est important avec des acteurs comme ça que tout le monde ait le même temps de parole et que ce soit bien réparti, mais aussi qu'on arrive à dire des choses intelligentes, que ce soit constructif et que ce soit pas juste de la promotion pure et directe non plus. Parce que forcément, ils ont tous envie de dire qu'ils font tous quelque chose de formidable et de beau. Donc, c'est plus d'aller chercher qui fait quoi d'intéressant à quel endroit. Et c'est un peu comme quand on a un nouveau smartphone, toute une nouvelle gamme de smartphones, et qu'on dit c'est lequel le meilleur. Non, c'est qui fait quoi pour qui. Moi, c'est ça que j'aime bien chercher dans les tables rondes. Donc voilà, donc c'est ce qu'on a essayé d'emmener. Et puis, de trouver des cas d'usage, de voir comment trouver des cas d'usage. Alors, il y avait ceux qui avaient déjà des cas d'usage financiers, et puis il y avait ceux qui disaient bah, on n'en a pas encore, mais par contre, c'est assez intéressant de se dire que tel algorithme dans la logistique peut être amené sur le secteur bancaire ou en tout cas, c'est le même genre d'algorithme qui pourrait servir et qui pourrait être utilisé comme ça. Voilà. Donc, c'est ces réflexions-là qui sont assez intéressantes et je vous invite à aller l'écouter parce que ça dure 1 heure, c'est assez rapide et ça reste assez accessible normalement, surtout la deuxième partie, voilà, où une fois qu'on a vu l'historique, on rentre un peu dans des sujets et des questions qui sont plus intéressantes. Mais le bilan, c'est il faut vraiment s'intéresser et former au quantique maintenant. Parce que c'est une nouvelle façon de penser et de réfléchir les choses, que ce soit du côté des résultats, mais aussi du côté de la programmation, des interfaces à créer, des ordinateurs qu'il faudra équiper. Et donc ça, c'est maintenant qu'il faut commencer à s'y intéresser pour être un bon DSI plus tard ou un bon analyste financier quantique dans quelques années. Donc voilà, Moi, j'ai toujours une interrogation quand j'assiste à ce genre d'événement, c'est que je me oui. demande toujours, enfin, sur le sujet de la finance comme du marketing, j'arrive pas à savoir si ce qu'on fait aujourd'hui avec les ordinateurs quantiques sont disponibles est réellement utile ou si ça relève du POC, du Proof of Concept. Alors, comme il se trouve que de plus en plus d'éditeurs de logiciels font ce qu'on appelle les algorithmes hybrides, quand ce n'est pas des algorithmes inspirés par le quantique, il y a toujours une forme d'hybridation qui fait qu'il y a un petit bout d'algo qui est testé sur un ordinateur quantique de puissance limitée, puis une grosse partie en fait est faite sur une bécane normale. Mais j'ai du mal à sentir, il se trouve qu'on aura l'occasion d'en revoir des éditeurs comme ça et d'en savoir un peu plus, mais c'est un sujet qui me semble important, d'autant plus que ça va évoluer dans le temps. C'est-à-dire que plus ça va Oui. aller, plus on verra une partie quantique de plus en plus importante dans les solutions, alors qu'aujourd'hui c'est extrêmement hybride en fait. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant, c'est les prémices, mais à un moment, quand ça va shifter, et nous on l'espère, ça va être vraiment, ça va changer quand même beaucoup de choses. Et il faut être prêt intellectuellement et psychologiquement parce qu'en fait, ça relève pas d'une logique mathématique classique et de tout ce qu'on a vu pendant Ah les oui. dernières années. Et c'est ça qui a d'intéressant, c'est la prise de conscience c'est pas juste je vais arriver avec une machine, je vais vous la poser et on va coder un nouveau truc. Non, il faut aller En tout plus cas pour loin. les développeurs, et voire même Pour pour le les gens qui développeur, sont sur le mais côté métier, le côté métier voilà. aussi, quoi. Mais alors c'est Aurélie Jean qui dit un bon dirigeant est un dirigeant éclairé. Et en effet, là-dessus, je la rejoins vraiment. Je pense que c'est intéressant, même quand on ne piche pas à tous les concepts scientifiques, etc., de s'être intéressé à ce qu'on va demander à ses employés et à ses ingénieurs plus tard de développer et qui va vous faire gagner des sous et du temps parce que ça évite de leur demander des trucs qui ne se font pas. Donc D'accord, voilà. d'accord. Alors, Alors, il y a un autre point qu'on peut citer toujours un peu dans la logique des événements, c'est le dernier entretien qu'on a fait pour Décode Quantum.
Oui. avec Jean-Christophe Goujon de BPI et Christophe Jurzac, hein, de Cantonation. On l'a publié cette semaine, hein, je crois, avec Richard Menveux. Depuis la semaine, ouais, le milieu C'est de notre septième, c'est notre septième, hein. voilà, qui est Sachant que je sorti. crois, on en a quoi, combien en boîte là déjà? Trois, hein, je crois, hein, il me semble. On en a Trois ou encore quatre. non, deux avant les Non, non, vacances. on a nos amis de Pascal, la société. On a Alain Aspect. Oui, Et on a Philippe Duluc et Cyril Alouche de Atos. Donc on en a trois en boîte en fait. ouais, c'est vrai. Donc, On vous va êtes diffuser, encore en avance sur le quantique. Même si voilà. vous écoutez, vous en aurez un de moins avec celui-ci parce qu'on se met en pause, vous allez en avoir tout l'été quand même. On va voir, on va en diffuser peut-être quelques-uns là, d'ici mi-juillet, puis on reprendra à partir du 15 août quoi, avec Richard. Ouais, bon, En tu tout cas, me c'est intéressant parce que pour la première fois, on débat pendant une bonne heure des questions d'investissement ouais, dans les cette startups. émission est très intéressante sur ce Elles le sont toutes, sujet-là et mais celle-là est très spécifique parce que c'est quand même un monde un peu particulier, la startup du pour quantique, tous hein. ceux qui sont dans l'investissement, qui veulent mieux comprendre pourquoi la BPI va aussi là-dessus et tout l'historique qu'il y a, je trouve que c'est très intéressant. Voilà, on est beaucoup moins scientifique que d'habitude, on est beaucoup plus puis c'est deux personnages hein, aussi, donc c'est Ah oui, intéressant oui, 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 d'avoir. oui. Donc, Ils sont très marrants tous les deux. Ah, mais ce qui est rigolo, c'est que Jean-Christophe, ça fait partie, je crois, des premières personnes que j'ai dû rencontrer quand j'ai commencé à m'intéresser avec toi sur le quantique. J'avais dû le rencontrer en avril, juste au moment où on avait vu Alain Aspect pour la première fois. Et Christophe, je l'ai vu un peu plus tard, je crois le mois d'octobre 2018. Et en tout cas, ce sont deux personnages qui jouent un rôle très important. Parce que finalement, c'est un peu les deux chevilles ouvrières de l'écosystème entrepreneurial français, l'un public, l'autre privé, on va dire, hein. ouais. Et, heureusement qu'ils sont là, les deux amis, là, parce que ça, ils jouent un rôle vraiment critique. Ah, ils sont efficaces et ils sont pointus sur le sujet. Et ça, c'est Attends. quand même bien Et de le Christian souligner. Burzac, c'est un X qui a fait une thèse avec Alain Aspect en physique et en optique. En Donc, plus, ça calme. Il n'y a pas beaucoup d'investisseurs chez les VC français qui ont ce genre de background dans le domaine dans lequel ils investissent. Donc, c'est pas mal. bon, on va revenir. Alors, comme ça, tu continues, tu lis de la littérature maintenant quantique. Ça s'appelle Les Enfin, je passe mon fantaisies temps à faire quantiques dans ça. les coulisses de la grande découverte du XXe siècle par Catherine d'Oultremont et Marina Solvay. Ça fait 464 pages et ça a été édité en 2020. Non, mais ça, c'est Euh, sorti au mois de juin, hein. C'est un bouquin qui est ouais, sorti au mois voilà. de Et juin. donc, ça raconte C'est les dessous de la fameuse conférence de Solvay de 1927. Alors, raconte-nous un peu cette fameuse conférence. Nous, on connaît par cœur la photo où il y a un nombre de QI réunis ensemble qui est impressionnant. Voilà, j'essaierai de vous faire une petite incrustation où on met la photo de Solvay. Vas-y, raconte-nous cet événement. Alors déjà, on ne dit pas la conférence de Solvay, parce que la Alors, conférence n'avait pas lieu dans un bled qui s'appelle Solvay. exact. Elle avait lieu à Bruxelles, en Belgique, et elle était organisée par la famille Solvay, en fait, qui était la famille d'un entrepreneur qui avait créé au 19e siècle une entreprise de chimie qui produisait de l'ammoniac, si je ne m'abuse, j'ai oublié ce qu'il faisait exactement d'ailleurs, et c'est une boîte de chimie. Et c'est Ernest Solvay qui avait eu l'idée de créer les conférences Solvay au début du XXe siècle. La première avait lieu en 2011, déjà avec Einstein, avec les scientifiques, et Planck, je crois, les scientifiques de l'époque. Et en fait, celle de 1927, c'était la cinquième. C'est Et un c'est peu celle comme qui a donné. En fait, Loïc Lemer avec le web, il n'a rien inventé, en fait. Ouais, Solvay faisait ça oui, avant. sauf que c'était un peu sélectif. Alors en fait, c'est très rigolo de voir comment ça avait évolué dans le temps. Parce qu'en fait, quand ils ont commencé en 1911, c'était avant la guerre de 14. Et là, ils avaient réussi à avoir un équilibrage entre les Anglais, les Allemands et les Français, qui étaient les trois superpuissances de l'époque, et des Belges qui avaient envie d'exister. Parce que la conférence était aussi un moyen de faire exister la science belge dans cet univers. Et là-dessus, il y a la guerre de 14. Et les conférences Solvay qui ont eu lieu après la guerre de 14, eh ben, en fait, elles ont plus ou moins élagué les Allemands. Parce que les Allemands, c'était les cheneux, quoi, les ennemis, quoi. Donc, ils ont été élagués, petit à petit, ils sont revenus. Et 1927, en fait, parmi les anecdotes de cette édition, c'est l'épisode où les Allemands ont commencé à revenir timidement, quoi. Mais enfin, ils étaient là, hein. Il y avait Heisenberg, il y avait Einstein, qui était même allemand, même s'il avait été naturalisé suisse entre-temps. Il y avait Schrödinger, qui était allemand ou autrichien, je ne me rappelle plus exactement. Il y avait quand même des Allemands, quoi. Planck. euh, donc les Allemands étaient revenus. Alors effectivement, c'est une conférence qui est extraordinaire, cette édition-là, parce que d'ailleurs, le livre n'en parle pas tant que ça, je trouve.
Parce que le livre, en fait, il raconte l'histoire de tous les physiciens de la physique quantique depuis le début. Et j'ai trouvé que ce livre est plutôt une histoire humaine des physiciens de la physique quantique. Et c'est une histoire assez touchante parce qu'on découvre les personnages, un petit peu comme le bouquin qu'avait écrit Étienne Klein sur Ettore Majorana. On retrouve, qui n'était pas à la conférence en question, et on retrouve une histoire humaine. On retrouve un truc qu'on ne sait pas aujourd'hui, on a du mal à imaginer, c'est qu'une partie des participants à cette conférence-là, ils n'avaient même pas 30 ans. Paul Dirac, Heisenberg, Schrödinger, tous ces gens-là, quand ils ont créé leurs fameuses équations, ils avaient 26 ans, 27 ans, 25 ans, quoi. Et donc, ils étaient extrêmement jeunes. Et aujourd'hui, on a du mal à imaginer une conférence où on dirait que ce sont les pointures d'un nouveau domaine et ils ont tous moins de 30 ans, quoi. On dirait, oui, c'est petit jeune, quoi. Maintenant, on est obligé d'attendre qu'ils soient reconnus, reconnus. Voilà, il faut être cadra. Alors, l'autre point intéressant, c'est qu'on découvre aussi les personnalités des uns des autres que je ne connaissais pas trop. Alors, on découvre le caractère complètement facétieux d'Albert Einstein, qui était à la fois qui était à la fois cassant et plein d'humour, mais qui pouvait s'agacer facilement. Et on le voit trépigner face à la fameuse école dite de Copenhague de Niels Bohr sur l'interprétation de la physique quantique et de la mécanique quantique. On voit aussi un autre phénomène qui existe toujours dans l'histoire des sciences. On voit que finalement, ce genre de conférence mettait en avant la manière dont la jeune génération des physiciens remettait complètement en question les dogmes des anciens. Et d'ailleurs, c'est un éternel recommencement, parce que Max Planck, quand il a commencé à découvrir la théorie des quanta en 1900, il en a découvert qu'un tout petit bout. On considère que c'est le père de la physique quantique, mais il a découvert un tout petit bout, avec la fameuse interprétation du rayonnement lumineux du corps noir. Et c'est seulement après qu'Einstein a complété avec l'explication de l'effet photoélectrique, qui a été complété par d'autres. Puis après, il y a les équations d'onde de Schrödinger, la dualité en particules de Louis de Broglie qui était juste avant, les modèles mathématiques d'Heisenberg. Tout ça, ça a été fait par couches complémentaires, les unes après les autres. Et à chaque fois, en gros, tu avais un newbie qui arrivait à 25 ans et qui cassait la baraque des mecs de 30 ans d'avant. Je trouve que c'est assez extraordinaire. Et d'ailleurs, ce sera intéressant quand le podcast qu'on a fait avec Alain Aspect dans Décode Quantum sur French Web sortira. C'est intéressant de voir aussi que dans son histoire à lui aussi, à un moment, il dit mais là, ça, machin, on peut le faire, personne ne l'a fait, j'y vais. Donc c'est ça qui est génial. Et c'est pareil, il n'est pas très vieux non plus. Oui, sachant néanmoins que Alain, dans ce qu'il nous a raconté, n'a pas trop fait état d'opposition. Il dit même que les laboratoires l'ont aidé à mener son expérience, en France en tout cas. Oui, il n'a pas montré trop d'opposition, ce qui est bien. Non, mais il a été voir la fameuse personne qui va casser un peu la théorie. Et il pose sa question. Mais bon, vous irez écouter l'histoire. John Stuart Bell, oui. Mais oui, il va voir John Bell et il va voir John Bell et il se dit si je fais ça, ça va. Mais il remettait en cause lui aussi. C'était une remise en cause finalement. Je peux le prouver, je vais essayer, on verra bien. Il ne savait pas si ça allait marcher ou non. Et bon, finalement, ça a marché et ça a fait connaître Alain Aspect à très haut niveau. Donc voilà, donc un bouquin à lire du coup sur sa petite table de chevet d'été. J'ai trouvé ça pas mal. C'est pas le genre de bouquin où j'aime bien lire les bouquins assez scientifiques, ça c'est vraiment du storytelling. Mais j'ai appris des choses qui m'ont aidé d'ailleurs à corriger 2 ou 3 points historiques sur mon livre. Donc des petits détails, des trucs dans l'ordre d'arrivée des choses, où j'ai découvert que machin avait bossé avec bidule, un tel était l'élève de tel autre. Tel scientifique était passé dans un tel pays. Par exemple, Bohr, il avait bossé avec Rutherford en Angleterre. Et avant, il avait bossé avec un autre, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, un mec qui s'appelait Johnson, je crois, avec qui ça s'était mal passé. Bon. Tu vois qu'il y a des histoires même. Comme quoi, ça aussi, qu'est-ce qu'on découvre, c'est que les réseaux et tous ces milieux-là, les gens, en fait, même à cette époque-là, même sans Internet, on se connaît, on échange, on se rencontre et c'est ce qui est. Chacun est un domino qui va influencer l'autre et qui va faire grandir l'autre. Mais ce que je trouve rigolo, c'est qu'il n'y a pas Internet, évidemment, quand tu es dans les années 20-30. Oui. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à un moment donné, il faut voir comment ils communiquaient. Ils communiquaient par courrier. Donc j'imagine 3-4 jours, je sais pas, 2-3 jours. Mais non, attends, si c'était un autre continent, s'il y avait des Américains, c'était 1 mois encore dans les années 90. Ouais, mais en Europe, on va dire, il y a le train, donc on peut imaginer que ça circulait une semaine, quelques jours.
peut-être une semaine. Donc, ils s'envoient des lettres. Donc, tu vois des lettres entre Bohr, Einstein, etc. Puis, à un moment donné, ils s'envoient des lettres. Ils disent, viens me voir. Alors, ils prennent le train, et avec les cheminées comme dans les films. Et puis, ils viennent se voir. Et on n'imagine pas que la dimension temporelle n'est pas du tout celle qu'on a aujourd'hui, avec un zoom, évidemment, c'est instantané, quoi. Et oui, parce que c'est Faut jouer instantané. les Alors qu'à agendas. l'époque, il fallait aller, tu posais une question, donc le temps que ça parte et que ça revienne, il fallait attendre 15 jours. Et quand tu partais en voyage, ça prenait pareil, 1 semaine, 3 semaines en fonction d'où tu allais, quoi. Donc, Et il y a d'autres exercices d'humilité que j'ai trouvé intéressants dans l'histoire. C'est par exemple la manière dont certaines sommités accueillaient leurs étudiants qui étaient brillants. Donc, par exemple, je ne sais plus si c'est par Heisenberg et Bohr, je me trompe peut-être, mais je me sens que c'était une histoire entre Heisenberg et Bohr. Donc, en gros, Heisenberg, il pose des questions dans une conférence de Bohr, il remet en cause ce que dit Bohr, et à la fin, Bohr, il dit, viens me voir, toi. C'est intéressant ce que tu m'as dit. Et après, il l'invite à se balader dans un parc l'après-midi, et ensuite, ils bossent ensemble, quoi. Donc, en fait, je vois que le rôle d'un chercheur éminent, c'est aussi d'identifier les talents du futur, de les coacher, de les encourager, et même quand ils sont un petit peu cassants ou peut-être anticonformistes par rapport aux idées qu'ils ont eux-mêmes, quoi. Donc, maintenant, c'était intéressant. Voilà. Et c'est un livre qui m'a été recommandé par Guillaume Gralet, du coup, qui gère les pages techno au point, qu'on connaît bien. On voit de temps en temps sur France 24 aussi, je crois. Exactement, avec Marjorie Paillon. Oui, tout à fait. Exactement. Alors, on va avancer parce que mine de rien, ça fait un petit moment qu'on parle déjà, ça passe vite. Et on a eu un peu d'actualité quand même technique avec Atos qui a lancé une nouvelle version de sa machine AQML d'émulation de logiciels quantiques, dénommée QLME. Et donc dedans, c'est avec des GPU NVIDIA V100. Alors, est-ce que tu peux revenir sur la sémantique VS simulateur quantique déjà, son ambiguïté? Ah bah c'est clair que je me bats depuis presque un an sur l'ambiguïté sémantique entre émulateur et simulateur. Parce qu'en fait, ça ne veut pas dire la même chose selon qu'on est dans l'univers des supercalculateurs ou qu'on est dans l'univers des calculateurs quantiques. Quand on est dans l'univers des ordinateurs quantiques, un émulateur, c'est une machine qui va émuler un langage de programmation quantique, mais qui va le faire tourner sur une machine censée être moins puissante, qui est un ordinateur classique, qui peut être éventuellement un supercalculateur. La notion de simulation, elle est utilisée différemment selon qu'on est dans le quantique ou dans le non quantique. Quand on est dans le monde, par exemple, des supercalculateurs, un simulateur, c'est un outil qui va permettre d'exécuter des programmes qui vont faire fonctionner de manière numérique de la matière, par exemple. Donc, on va simuler la matière dans un algorithme qui tourne sur une machine normale. Sauf que dans un ordinateur quantique, ce qu'on appelle un simulateur quantique, c'est un ordinateur quantique qui n'utilise pas des portes et la programmation à porte universelle classique, qui utilise la liaison entre des qubits, qui reproduit en fait des phénomènes de la physique quantique et qui vont permettre de créer des modèles de simulation de la physique quantique, par exemple pour simuler l'interaction entre des atomes dans des molécules, simuler du magnétisme, ça sert surtout à ça aujourd'hui, voire simuler des problèmes complexes qu'on arrive à remodéliser à partir de la relation entre des atomes. Et donc, c'est un jargon un peu tordu. Alors, Atos, ils utilisent un peu les deux, selon les cas de figure. Là, pour moi, d'un point de vue purement, je dirais, linguistique, c'est un émulateur, même si parfois il l'appelle simulateur. Et c'est un émulateur qui a la caractéristique et que ça permet d'exécuter jusqu'à une quarantaine de qubits un programme quantique, mais sur une machine avec des processeurs Intel. Ça, c'est ce qu'ils faisaient depuis 2017 à peu près. Et ils ont vendu des dizaines de ces machines. Ils ont vendu en Allemagne, aux États-Unis, au Japon, en France, partout en Europe. Et là, ils ont rajouté des GPU NVIDIA dedans, ce qui leur permet d'aller à peu près 10 fois plus vite, ce qui est logique. Hein. C'est comme dans le domaine de l'IA. Il se trouve que la parallélisation des traitements sur un GPU est bien meilleure que sur des processeurs Intel. Donc, quand le logiciel est adapté et quand le compilateur est adapté, ça permet de pédaler plus vite, quoi. Donc, ça permet d'aller plus vite. Par contre, ça ne change rien sur l'accès à la mémoire. Et l'accès à la mémoire dans un supercalculateur, c'est ce qui conditionne le nombre de qubits que tu vas pouvoir simuler ou émuler. Et toc. Et boum, l'arroseur arrosé. Bon, on y reviendra. En fait, Atos, j'ai l'impression qu'ils sont leaders mondiaux de ce truc-là. On n'en parle pas assez, mais ils sont les leaders mondiaux des machines qui sont dédiées à l'émulation de programmes quantiques sur des calculateurs classiques. Parce qu'ils en ont vendu un nombre, et je ne connais aucun autre fournisseur qui en a vendu autant. Peut-être qu'il existe, mais je ne le connais pas en tout cas. Je n'en ai pas vu. Si vous savez, envoyez-lui l'info que son bouquin soit à jour, s'il vous plaît.
Bon, et alors on va terminer aussi avant notre sujet politique avec en juin, ça a été lancé le consortium, alors on dit quoi, Quick, KIC, Ah oui, oui, Quantum comme le Industries fast-food, presque. Consortium, piloté par Thomas Kokalarko, qui est l'éminence grise du flagship européen et qui est aussi chercheur à l'Institut Jülich de Munich. Oui. Alors, ouais, du coup, raconte-nous, hein, parce que alors là, pour le coup. C'est assez marrant. En fait, jusqu'à présent, il y avait une sorte de fédération européenne des chercheurs qui était incarnée par le Quantum Flagship, qui est un programme européen dans lequel les Français sont bien impliqués et qui est un programme qui associe essentiellement des chercheurs, mais aussi des entreprises dedans. Mais il se trouve que, aussi bien à l'échelle européenne qu'à l'échelle des pays, jusqu'à présent, à ma connaissance, il n'y avait pas beaucoup d'associations qui représentaient les entreprises. Et donc, le gars qui a lancé le Quantum Flagship européen, avec d'autres chercheurs de tous les pays, il a décidé de créer une association. Sauf que lui, il est un chercheur. Donc, c'est quand même un comble de se trouver dans une situation où c'est un chercheur, allemand en l'occurrence, enfin suisso-italo-allemand, qui lance cette initiative de fédération des entreprises. C'est marrant, ça m'a semblé marrant. Et alors heureusement, il se trouve que j'ai participé à la première conférence en ligne de cette association. Et ce que j'ai vu, c'est que les Français y étaient assez bien représentés. Il y avait des gens d'Atos, de Thales, de Nucans, même d'Airbus, qui est plutôt un utilisateur de technoquantique qu'un producteur de technoquantique. Et ils veulent analyser la chaîne de la valeur complète, travailler sur des questions de propriété intellectuelle. Enfin, ils veulent traiter tous les problèmes avec un nombre de commissions absolument dingue. Enfin, tout ça, c'est du lobbying. Hein. D'ailleurs, je me suis posé la question de la représentation de cette association en France, parce que je ne vois pas une association européenne représenter les entrepreneurs français en France. Donc, j'imagine qu'il y a un sens à ce qu'il y ait une sorte de, soit une association française qui devienne membre de ce truc-là, comme le Lab Quantique par exemple, soit ce qu'on appelle un chapter dans le jargon américain de cette association qui représente la branche française des entreprises françaises pour pouvoir dialoguer avec le gouvernement. Parce que je pense que dans les 5 ans qui viennent, il y aura matière à. Et justement, on va rebondir sur le gouvernement. Changement de Premier ministre, Monsieur Oui. Castex. Alors, est-ce que tu crois que ça va être un peu moins le casse-tête pour nous? Ouais, je sais, elle est facile, je l'ai lu sur Twitter. Est-ce que ça va être plus facile pour nous de faire avancer ce plan quantique? Est-ce qu'il va enfin y avoir quelque chose qui va pouvoir sortir? On n'a pas encore, là, on est dimanche soir, les nouveaux ministres et les secrétaires d'État. Comment est le personnage, d'après toi, par rapport à ces technologies, hein? Est-ce que c'est une J'en sais question? rien. Je sais J'en pas. sais rien. Il paraît que ça s'intéresse au train. Donc, on va trouver un truc entre les trains et le quantique. Mais j'en sais rien. Ceci étant, Édouard Philippe, c'était pas un fou furieux des technologies. Ouais. Il avait des membres de son cabinet qui avaient piloté un petit peu le projet, avec des gens de l'Élysée, des gens de Bercy, et du ministère de la Recherche et aussi des armées. Donc je ne sais pas. Je pense que ce qui est important de comprendre dans la finalisation du plan quantique, c'est qu'aujourd'hui, d'après ce que j'en comprends, c'est que les 3 quarts du plan sont gérés par l'administration, en fait. C'est-à-dire que c'est les organismes de recherche nationaux, c'est les directions opérationnelles des ministères concernés qui travaillent sur le plan, et néanmoins sous la supervision des membres des cabinets ministériels et de l'exécutif au sens Matignon-Élysée. Alors effectivement, les changements de ministre potentiels qu'on découvrira entre lundi et mercredi pourraient déstabiliser ça. J'espère que non. Donc, on n'en sait Croisons les rien. doigts, que ça aille dans On le bon sait, sens. c'est bien, on est enregistré, ça, comme ça les gens vont nous écouter après, mais les bruits ont l'air de dire qu'il y a des chances que la ministre de la Recherche et d'enseignement supérieur ne perdure pas. Il y a moins de bruit concernant Cédrico à Bercy au numérique et Florence Parly. Le fait qu'elle était pressentie pour être Premier ministre, ce qui aurait été marrant et sympa d'avoir une femme Premier ministre pour corriger l'effet Cresson qui n'avait pas fait long feu en 91. Ça aurait été bien. Hein, Ça aurait été bien, mais elle est bien à son poste. Donc, oui, oui, alors c'est pas. Oui, oui, bah, il faut trouver quelqu'un qui. Enfin, ceci étant, Castex, il sort de nulle part. Hein. Enfin, je veux dire, personne ne le connaît. Je veux dire, je ne vais pas vexer bon, personne. il est réputé efficace et brillant, on va voir. Oui, Hein, c'est oui, ce que voilà. disent en Mais tout cas bon, les JT. il n'avait pas une présence politique nationale connue. On sait pourquoi il a été choisi, il y a tout un tas de considérations politiques, mais bon,
Tout ça pour dire qu'une femme aussi peu connue que lui, mais efficace, aurait pu faire l'affaire aussi. Donc, Ouais, on aurait pu en peut-être. trouver. En cherchant un peu, on aurait pu en trouver, mais bon, voilà. Il y a un truc qui m'a fait rigoler, c'est que j'ai vu que dans les pressentis, il y avait NKM qui était pressenti pour revenir au gouvernement. Ah oui. Alors, ça, je l'ai vu dans les médias, hein. Mais sauf que les médias qui parlent de ça, ils oublient qu'elle habite à New York, qu'elle bosse chez Capgemini, avec son nouveau conjoint, je crois. Je ne suis pas sûr qu'elle revienne en France pour les beaux Non. yeux de Macron. Donc, mais si elle revenait, ce serait rigolo. Mais je ne sais pas à quel poste, parce que si elle revient à l'environnement, c'est pour reprendre le même poste qu'elle avait avant 2012 sous Sarkozy. Si je ne vais pas revenir au numérique spécialement, donc c'est très rigolo les périodes de remaniement où tous les noms sont balancés par les influenceurs et les gens qui veulent placer leur poulain. Et c'est rigolo de prendre, je les garde de côté, puis après je regarde le résultat. Et en général, les gens qui sont nommés quand ils changent, tu les connais pas du tout, tu n'en as jamais entendu parler. Et ça tombe du chapeau, quoi. C'est pas du tout les gens qui ont été pressentis en général. Bon, C'est pas donc, du baron noir comme sur Canal+. mais il y a du baron noir, sauf qu'on ne voit pas le baron noir. On ne voit pas, on ne voit pas ce qui se passe dans Telegram. Le Non. gars qui est capable de hacker Telegram, il peut tout savoir, là. Parce que c'est Mais le moyen de ça a communication. déjà été fait, non, un peu, donc faut qu'il fasse Je ne attention sais pas avec si ça, Telegram. je sais pas si ça a été fait pour le gouvernement, mais je sais que Macron et une grande partie des gens de En Marche communiquent par Telegram. Donc, Ouais, mais il y si a eu tu quelques hackes Telegram, discussions qui ont été publiées dans la presse sur Telegram, donc oui, ça veut pas dire que c'est hacké, ça veut dire quelqu'un, non, un conjoint ou à un autre a récupérer récupéré. voilà, des C'est captures souvent une faille d'écran humaine, c'est pas forcément une faille technique. techniques. Donc, Ouais. voilà, Bon, voilà. et alors, attends, dernier petit sujet politique, parce que c'est bien de te chauffer avant l'été et Oui, c'est Kanye West qui se met face à Trump. Si tu avais le choix entre les deux, du coup, parce que tout le monde sait ta grande passion pour Trump, ou pas, plutôt ta grande un peu Trump, aversion oui. pour Trump, Ouais, ouais, ouais. alors tu votes pour lequel? Bon, je ne suis pas citoyen américain, donc la question ne se pose pas. Mais il faut savoir que Kanye West, s'il se présente, il fera partie d'un cheptel d'une dizaine de candidats qui se présentent régulièrement tous les ans, tous les 4 ans, et qui regroupent chacun genre 0,012% des votes. Alors, les seuls candidats qui avaient eu plus de 1% dans l'élection 2016, c'était Gary Johnson, qui était un libertarien, enfin en gros un gars plutôt à droite, et Jill Stein, qui était une écologiste qui avait obtenu 1%, qui avait d'ailleurs capté des Ouais, mais voix à vu le Clinton. personnage, tu crois pas qu'il pourrait faire un peu plus, hein? Bah, ça sent le coup de montée, mais énorme. Vu que c'est un pro-Trump, il est là pour enlever des voix de black de la communauté afro-américaine à Joe Biden. Mais c'est gros comme une maison, quoi. Ouais, le mec, il faut qu'il aille jusqu'au bout. Ouais, je sais pas, c'est du grand n'importe quoi. Mais tu sais que j'ai lu un autre Bah, bouquin. c'est surtout que lui, J'ai il a lu un jamais autre fait de bouquin. politique du tout, quoi. Donc, contrairement à d'autres qui peuvent arriver, parce qu'on va te dire, oui, mais ils ont déjà eu un acteur qui a été président. Donc, pourquoi pas Ouais, un mais, chanteur? ouais, ouais. Mais j'ai Mais lu en un autre effet, bouquin qui m'a bien fait marrer. C'est un bouquin sur la théorie des multivers, oui. qui est basé sur l'histoire d'une théorie qu'on attribue à un certain Hugh Everett, mais pour laquelle il est pour rien, mais qui vient d'un autre gars qui s'appelle Bryce, non pas de Nice, mais de Witt. Ils sont deux Américains, et en fait, Bryce de Witt, il a créé cette théorie des mondes multiples à partir de l'équation d'onde de l'univers imaginée par Hugh Everett. Et donc, c'est la théorie du fait qui dit que, en fait, les états quantiques superposés, ils correspondent à chaque fois à des mondes multiples, ce qui fait que tu as une quantité de mondes multiples absolument infinie, puisque si tu prends chaque quantum de chaque électron, de chaque atome, de chaque photon, dans tous les états dans lesquels il est, tu démultiplies l'univers un nombre absolument incalculable de fois. Voilà. C'est ce Et qu'il y a donc, dans Spider-Man Multiverse, d'ailleurs, qui est voilà. Et donc, magnifique, film d'animation à voir absolument, même si c'est pas Et donc, réaliste. dans un bouquin dont j'ai oublié le titre, je lis un truc qui m'a trop fait marrer, qui dit que, en fait, l'élection de Trump est liée à un effet tunnel dans les multivers, qui a fait passer un truc improbable dans l'univers du probable, par cet effet-là. Et Voilà. là, tu rigoles bien, c'est de l'humour potage, en fait. C'est de l'humour potage de physicien, dire, voilà, c'est un accident qui est arrivé par l'effet tunnel entre des multivers. Voilà. Et là, Un on bug espère dans qu'on la va... matrice du multivers. Et là, maintenant, c'est un peu comme dans Fringe, il faut inventer l'effet tunnel inverse et revenir dans un monde normal et se dégager, se débarrasser de cet affreux
Olibrius qui en kikine tout le monde, en fait. Je pense qu'il y a eu plus qu'un seul problème de multivers qu'avec Trump, parce que entre tout ce qui nous tombe sur la tête, le Covid et tout un tas d'autres trucs, il y a un gros Tu as vu cette bug. image, c'est l'agenda de On s'est 2020? récupéré, ouais, voilà, c'est un peu ça. On s'est Il est beau, récupéré l'agenda. toutes les merdes de tous les mondes parallèles, et on est dans la pire, on est dans Ouais, le, voilà. on est, alors il y a peut-être pire, hein, mais on est quand même dans un des mondes où c'est le pire. Je vais chercher comment me téléporter pendant les vacances dans un des meilleurs des mondes. Bon, bah Ah, écoute, si tu trouves la Olivier. solution, on est tous preneurs. Ok. Eh ben, écoutez, pendant ce temps-là, voilà, cultivez-vous bien, reposez-vous bien, ne partez pas trop loin, c'est pas encore hyper raisonnable, et prenez le temps de nous réécouter si vous vous ennuyez. Et puis voilà, on revient mi-août, normalement, si tout va bien. Passez un bel été. Bon été à Salut. tous et à toutes. Au revoir.